Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Georges Kuzmanovic, bonjour, président de République Souveraine. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et vous avez publié Le progrès est-il dangereux aux éditions Humain Science. Éric Revel est avec nous depuis la Côte d'Azur puisque vous êtes directeur de la chaîne Azur TV. Bonjour Éric. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Tout va bien, il fait beau sur la Côte d'Azur? Non, il fait pas beau aujourd'hui. On a des orages, le ciel est un peu bâché comme disent les journalistes météo. Bon voilà, mais ça va, ça fait du bien. Najwa a été. Bonjour Najwa, contente de vous revoir. Bonjour Docteur, les autres aussi, mais Najwa en particulier puisqu'on a fait la dernière émission avec vous. Docteur en droit public, vice-président de Territoire de Progrès et vous avez publié aux éditions de l'Harmattan Laïcité et République. Et donc je terminais ma présentation par vous puisque je rappelle quand même ce qui s'est passé lors de la dernière émission. Nous étions en Zoom, c'est-à-dire que vous étiez à distance et moi je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai vu votre ordinateur bouger et vous êtes fait agresser chez vous. Oui, en direct. Au moment où on parlait de racaille, du hashtag Stop Racaille. Et là, au même moment, un jeune fracasse ma porte et débarque chez moi. Autant vous dire que... Alors, beaucoup de gens n'y ont pas cru. Exactement. On dit que c'était pour créer le buzz. Non, c'était une vraie actualité. Et là, aujourd'hui, il est en détention provisoire en attendant son jugement. Je voulais vous remercier pour votre soutien. C'était la moindre des choses. Et je pense que c'est une histoire tellement incroyable. Il a été repéré grâce aux caméras de vidéosurveillance. Là, il a été repéré de cette manière-là. Et c'est là où on voit l'utilité de cette vidéosurveillance. Il était récidiviste, il avait déjà à peine 18 ans. À peine 18 ans. Et la semaine précédente, il était déjà en train de rôder, mais il n'y avait pas assez de preuves contre lui pour l'arrêter. Et là, heureusement, il n'a pas été malin. Il a laissé ses empreintes digitales sur la porte. Et donc, on l'a retrouvé comme ça grâce à la vidéosurveillance. Et il faut rappeler que c'était chez vous, en plein centre de Paris. Oui, c'est très juste. C'est important, Valérie, c'est important de le dire. Ça peut arriver à tout le monde, partout. Vous aviez une porte relativement solide et que d'un coup de pied, que c'était un colosse, une force de la nature, il a défoncé votre porte. Et fort heureusement, il a été mis en détention provisoire, ce qui n'est pas le cas. Et puis on va attendre le jugement. Voilà. On va parler de Noël déjà Noël. Plus de sapin à Bordeaux. Et puis on pourra peut-être dire aussi, on pourra parler de cette statue de Jeanne d'Arc, de Napoléon, qui également fait débat. Enfin bon, beaucoup de choses à dire sur ces maires qui veulent remettre un petit peu l'histoire au goût du jour. On va revenir sur le dérapage ou non de Nicolas Sarkozy. Vous nous direz ce que vous en avez pensé hier dans Quotidien. Les gilets jaunes qui doivent manifester samedi, seront-ils nombreux? Et puis les mesures pour lutter contre la reprise de l'épidémie. On verra si ces mesures tombent pendant l'émission. Petit tour de table, et un coup de cœur hommage. Commençons avec vous, Najwa. Oui. C'est un coup de cœur. Diana Rigg. Oui. Donc, je pense que Diana Rigg vous parle. Donc, au début des années 60, à l'époque de la télévision noir et blanc, elle fut la mythique partenaire de Patrick Macnee, le John Steed de Chapeau melon et bottes de cuir, dans le rôle de Emma Peel durant seulement 2 saisons. Il faut le rappeler quand même. Oui, c'est ce on l'a évoqué dans l'émission Média. On va entendre le générique. Et c'est vrai qu'elle n'a fait que 2 saisons et elle a marqué les esprits. Puis elle a joué dans Game of Thrones sur la fin de sa vie, donc les plus jeunes la connaissent également. C'est un très bel hommage. Et là où Valérie, je voulais lui rendre un véritable hommage, c'était aussi une féministe, c'est-à-dire que elle se mobilisait aussi en faveur de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, elle a quitté la série Chapeau melon et bottes de cuir car elle ne se sentait pas respectée par rapport à ses collègues masculins qui gagnaient plus qu'elle. Donc je voulais aussi mettre en avant cela. Elle était très engagée aussi sur cette question. Très en avance sur son temps. Éric Revel, c'est un coup de cœur? Oui. Oui, alors il n'avait pas de chapeau melon et il n'avait pas de bottes de cuir. C'est Christian Poncelet, que j'ai bien connu comme président du Sénat qui vient de disparaître à l'âge de 92 ans.
Voilà, pour moi, il incarnait le Sénat, j'allais dire presque vieille époque, c'est-à-dire le verbe haut, les repas arrosés. C'était un Vosgien, c'était un homme de territoire. Alors ça remonte à très loin, parce que je crois que la première fois qu'il a été secrétaire d'État, c'était quand Pierre Messmer était Premier ministre, vous voyez un peu. Donc ça remonte, mais voilà, c'est une figure politique qui s'en va. C'est un type voilà, qui se disait gaulliste et homme de territoire. Et je pense que au moment où on parle tellement de valeurs, de politique incarnée et de sens de la politique, voilà quelqu'un qui d'ailleurs avait battu à la surprise générale un autre personnage du perchoir au Sénat qui était René Monori. Voilà, je pense qu'il faut rendre hommage à ce type de personnage qui faisait de la politique un peu à l'ancienne, mais qui avait des convictions et sa disparition au-delà des Vosges, dont il était originaire, je pense, touche beaucoup de Français parce qu'on l'a vu très souvent dans ses colères, après ses repas, prendre la parole sur le perchoir. Et pour moi, voilà, ça incarne une certaine France qui, décidément, disparaît petit à petit. Oui. Pour vous aussi. Oui, il avait trois caractéristiques qui sont des caractéristiques finalement de ce personnel politique qui a quand même un peu disparu. Je suis assez d'accord avec ce que dit Éric Revel. C'est que c'était un homme de conviction, c'était un homme de terrain, et puis c'était un homme d'histoire. C'était une génération qui avait bien évidemment traversé d'autres séquences historiques. Indéniablement, ça forme aussi pour diriger et pour être un élu. Absolument. C'est un coup de cœur, hommage. Éric, vous avez eu raison de le faire ce matin. Georges Kuzmanovic. Oui, alors moi j'étais choqué par une petite histoire qui s'est passée au musée d'Orsay. Au début, j'ai cru que c'était une blague. C'était une fausse information, une fake news. En fait, apparemment, réellement, une jeune femme s'est fait refuser l'entrée du musée d'Orsay parce qu'elle était trop décolletée. Et alors là, c'est assez incroyable. D'abord qu'on lui a fait remarquer, parce qu'après elle s'est montrée. C'est une jolie jeune femme qui effectivement a un décolleté. Bon, ma foi, il fait chaud et on s'habille comme on veut en France. Il n'y avait rien d'indécent. Et donc elle n'a pas pu rentrer. Et chose étonnante, le musée d'Orsay n'a pas licencié pour faute grave les personnes qui lui ont refusé l'entrée. C'est des petits signaux faibles comme ça qui montrent qu'il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que vous êtes... parce que la question est qui le lui a interdit. C'est qui est une question pas politiquement correcte, mais qui le lui a interdit. Oui, qui le lui a interdit, mais... Parce que vous parlez de signaux faibles, allez au bout de votre pensée. Non, les signaux faibles de ceux qui refusent de serrer les mains à des femmes, de ceux qui considèrent qu'il faudrait s'habiller d'une manière et pas d'une autre. Et je pense que ce qui posait problème, justement, c'est qu'elle était c'est une plutôt jolie jeune femme. Et que ça risquait d'attirer le regard. Et là, on tombe quand même dans un rapport à la femme dans la société qui n'est pas du tout la France, ni ce qui a été défendu en France. Jusqu'à maintenant, et je trouve que c'est inadmissible. Éric Revel. Non, mais j'adhère totalement. C'est des petits reculs en arrière de la République dont on s'accommode finalement, malheureusement, facilement tous les jours. Peut-être qu'un jour, les personnes qui interdisent à des femmes dont le décolleté est trop prononcé de rentrer dans des musées demanderont à ce qu'on décroche dans les musées des tableaux qui montrent des femmes nues, vous voyez. Je rappelle que l'origine du monde est au musée d'Orsay. Dans un musée, il y a aussi des femmes nues, des hommes nus. Donc jusqu'où va-t-on supporter ces reculs en arrière? Moi, j'adhère totalement à ce qui est dit. Mais vous avez raison, et pensons au scandale du tableau d'Olympia, qui est incroyable. On revient au XIXe siècle. Et puis, il faut rappeler quand même qu'il y a un tableau de Delacroix, c'est la liberté guidant le peuple, et elle est incarnée par une femme qui est les seins nus. Donc là, c'est la liberté en France, et c'est comme ça. C'est alors, Libération qui a fait un check news qui vérifie, dit que c'est une agente chargée du contrôle des réservations, puis un agent de sécurité, puis un responsable du musée qui l'ont empêché d'accéder à la visite à cause de ce décolleté. Arnaud Benedetti. Oui, je rejoins ce qui a été dit, mais c'est qu'en effet, il y a une espèce de convergence, je veux dire, entre en effet des éléments qui refusent aujourd'hui finalement la société telle qu'elle est, et notamment le statut de la femme tel qu'il est, et puis aussi
d'autres éléments qui n'appartiennent pas forcément au même cercle, qui sont ce qu'on appelle assez rapidement les néo-féministes, qui malheureusement rentrent dans ce combat-là aussi. Donc de ce point de vue-là, c'est assez inquiétant. Mais là, les néo-féministes, elles ne sont pas dans le combat contre la nudité ou contre le... je veux dire qu'il y a un soutien quand même, qu'il y a un soutien d'un certain nombre de féministes, vous le voyez bien, notamment vis-à-vis, par exemple, des causes indigénistes ou racialistes. Il y a des convergences de lutte, là, en l'occurrence, qui existent. Donc, alors je ne dis pas que, bien évidemment, l'incident, j'ai aucun élément, moi, pratique, factuel sur ce qui s'est passé, je veux dire, au musée d'Orsay, mais en tout cas, ça participe d'un climat. Voilà. Et puis, une autre influence, c'est la pudibonderie qui nous vient des États-Unis. Moi, j'y ai vécu. Là-bas, on demandait à notre petite nièce de 5 ans de se mettre un haut de soutien-gorge, parce que c'est indécent pour une petite fille de se promener en culotte. Alors, je suis les fous. Bon. C'est effectivement une époque, et effectivement il y a eu des témoignages hier chez André Berkoff à propos de ce sujet. Je vais vous donner la parole dans un instant, Arnaud Benedetti. Moi, je voulais m'étonner du tweet d'Alexis Corbière. Il a été très commenté hier, où il dit « Où je découvre non sans émotion que quelques minutes avant d'être assassiné, Bernard Maris, donc l'un c'est un journaliste économiste qui a été assassiné lors de la tuerie de Charlie Hebdo. Bernard Maris conseillait à un de ses copains de la rédaction mon petit livre Robespierre revient. » Donc c'est une manière un petit peu, enfin certains l'ont pris d'une manière un peu détournée de se faire de la publicité. On jugeait cela indécent. Vous en pensez quoi ? Toute prise de parole publique aujourd'hui est une parole à risque. Donc, immédiatement, on est dans une société du commentaire généralisé qui explique d'ailleurs forcément, enfin qui est explicable par les moyens de communication dont nous disposons, Internet, les réseaux sociaux. Bah oui, mais on a la responsabilité de son tweet aussi. On a la responsabilité de ses mots, la responsabilité de sa posture. Moi personnellement, j'ai pas envie de participer, disons, à cette entreprise permanente de remise en question de toute parole publique. Ceux qui donnent des leçons, en général, ne sont pas les premiers à s'appliquer les leçons qu'ils donnent. Marie-Hélène nous dit, elles sont où les féministes ? Silence radio, comme toujours, sur ce qui s'est passé au musée d'Orsay. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre coup de gueule, Arnaud Benedetti, et on va parler évidemment de ce sapin de Noël mort. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, Arnaud Benedetti, votre coup de gueule qui va nous permettre d'enchaîner sur le débat. C'est un constat, c'est la décision du maire de Bordeaux, du maire vert Europe Écologie de Bordeaux, de supprimer le sapin de Noël sur la place Péberlan et d'annoncer la mise en œuvre d'une charte pour les arbres vivants. Vous voulez qu'on l'écoute ? Je crois qu'on a le son, on va l'écouter. Ouais. Sur l'arbre mort de Noël de la place Péberlan, nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Péberlan. Vous gardez souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc c'est pas du tout notre conception de la végétalisation. En ce qui concerne les outils réglementaires, fin 2020, nous adopterons ce qu'on appelle la charte des droits de l'arbre, qui est un règlement de protection des arbres qui n'existe pas. Donc d'ici à fin 2020, cette charte des droits de l'arbre sera adoptée. Voilà, la charte et un arbre mort. Moi, c'est l'expression arbre mort. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de ces maires ? On a évoqué hier le Tour de France machiste et polluant. Oui, exactement. Il y a un maire PS à Rouen qui veut donc déboulonner la statue de Napoléon pour le remplacer par une femme. C'est une vision totalement idéologique de la société, de leur conception du mandat de maire également, qui est un mandat qui doit être au plus près de ses administrés, de la diversité de ses administrés. Ce que l'on constate avec les premiers pas d'un certain nombre, je ne veux pas tous les mettre dans le même sac, et je ne généraliserai pas, mais il y a un certain nombre de maires verts qui poursuivent indéniablement un combat qui est, j'allais dire, plus d'ordre idéologique que gestionnaire, en l'occurrence. Et vous avez rappelé très justement les positions toutes récentes du maire de Lyon, après d'ailleurs la maire de Rennes, qui elle est plutôt socialiste, sur le Tour de France, qui est devenu manifestement l'objet de toutes les colères des Verts. On a là quand même un climat idéologique
d'une partie de la gauche, je dis bien d'une partie de la gauche, qui est, à mon sens, d'abord très contre-productif pour la bonne relation de ces maires avec leurs administrés, mais aussi contre-productif vraisemblablement pour la gauche si elle souhaite se reconstruire. Absolument. Et donc là, il y a un vrai sujet, en tout cas, qui doit d'abord, en tout cas, interpeller les responsables de gauche pour essayer peut-être de mettre un terme à une dérive qui me paraît quand même fondamentalement sectaire. Ils n'ont pas un sentiment d'omnipotence et d'omnipuissance. Oui, mais ils se trompent. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre que le succès des Verts au municipal est un succès quand même en trompe-l'œil. D'abord, bon, ils ont gagné dans un certain nombre de grandes métropoles et avec quand même, il faut le rappeler toujours, un taux de participation exceptionnellement bas. Donc il ne faudrait pas qu'ils considèrent que le mandat que leur ont confié les électeurs qui se sont rendus aux urnes est un mandat qui leur permet de faire tout et n'importe quoi et de dire surtout tout et n'importe quoi. Alors, et en démocratie, on respecte aussi les autres, même quand on a gagné une élection. Alors Eric, je vous donne la parole. 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce sujet, le sapin de Noël. Donc il n'y aura pas de sapin de Noël à Bordeaux. C'est la manière de s'exprimer du maire. Il aurait pu dire nous mettrons un sapin avec des en lumière. Enfin, il y avait plein de choses à dire. Éric Revel, c'est idéologique cette déclaration. Moi, je compléterais le coup de gueule d'Arnaud avec deux aspects. Il y a à mon sens un aspect civilisationnel et puis un aspect végétal sur lequel je vais me permettre de ricaner un peu. L'aspect civilisationnel, pardon, mais le sapin de Noël dans notre pays, c'est une tradition. Donc après les tentatives d'interdiction de crèches, on va interdire maintenant, en tout cas un maire le fait pour sa commune, donc on va lancer la mode d'interdire les sapins de Noël. Bon, ça c'est l'aspect civilisationnel auquel je ne peux pas me résoudre. Et puis l'aspect végétal, pardon, un arbre mort, bon, très bien, il est coupé, mais souvent d'ailleurs les sapins de Noël sont élevés pour être coupés au moment de Noël. Donc de toute façon, voilà, ils sont élevés pour ça, ils sont plantés pour ça. Mais alors ça veut dire que demain, il ne faut acheter que des plantes, que des fleurs en pot. C'est-à-dire que les fleurs coupées, qui sont des fleurs mortes, n'auront plus le droit non plus d'aller dans nos vases. Puis je vais plus loin, monsieur le maire de Lyon. Qu'est-ce qu'on fait avec les bananes, les pommes et les oranges qu'on a dans le Bordeaux de fruits? Ce sont des fruits morts. Donc il faut aller les cueillir sur l'arbre avant de les manger pour être certaine que ces fruits sont vivants. Enfin, non mais c'est complètement déconnant. Alors il y a eu des réactions sur Twitter assez drôles. Philippe Bridet qui dit Michel Sapin interdit de séjour à Bordeaux. Bon, il n'est pas mort, Michel Sapin. Emmanuel Ducrot, j'imagine que l'épouse du maire de Bordeaux, l'homme qui définit le sapin de Noël est un arbre mort, ne doit pas souvent recevoir de bouquets puisque toutes les fleurs sont mortes. Emmanuel Chaff dit selon le maire de Bordeaux, un sapin de Noël c'est un arbre mort et alors manger des fruits c'est un viol. Et les pseudo-écolos, ça c'est Éric Ciotti qui a dit les pseudo-écolos s'en prennent désormais à l'arbre de Noël sous couvert de sauver la planète. Ces vrais extrémistes de gauche s'attaquent naturellement à Noël, un vrai délire. Et puis François Morel dit, c'est pas le François Morel, c'en est un autre, soirée de Noël dans la famille du nouveau maire de Bordeaux, pas de cadeaux consuméristes, pas de sapin, donc arbre mort, pas de viande, c'est spéciste, pas de veillée tardive énergivore, une ration de quinoa, nettoyage des toilettes sèches et au lit, ça a beaucoup fait réagir. On a notre auditeur, un auditeur en ligne, Jean-Marc, avec nous au 0826 300 300. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous habitez Bordeaux? Oui. Et alors? Et bien alors je suis désespéré quoi. Ouais. Je suis effrayé de ce monde des élus verts. Mais on va où? On va nous filer dans une cage et on pourra plus rien faire. Je trouve ça, ce sont des extrémistes ces gens-là. Il faut le dire tel que c'est. On s'attaque au symbole de Noël, le sapin de Noël, mais on va où quoi? Alors le maire de Lyon qui interdit le Tour de France, le maire de Bordeaux les sapins, qui veut nous interdire les voitures. C'est vraiment, honnêtement, ce sont des élus verts qui nous font vivre un enfer rouge. Vraiment. On ne peut pas aujourd'hui avoir des élus qui s'attaquent comme ça à tout ce qui est le symbole festif. Parce que le sapin de Noël, c'est la fête. Ouais. Le sapin de Noël, c'est fait justement pour symboliser, au-delà de ce qu'on peut avoir comme croyance ou quoi que ce soit, bien entendu. Mais le sapin, il était devant la cathédrale Saint-André, voilà, c'était très sympa, mais je vois pas pourquoi on ne pourrait plus avoir des sapins. Ce qui veut dire qu'en plus, il pourrait même nous interdire d'avoir des sapins chez nous.
Si on part de ce principe, on va avoir un arrêté municipal nous disant les sapins sont interdits, donc on ne les ramassera plus non plus dans la commune, puisqu'il y avait un ramassage spécifique après les fêtes de Noël. Non, c'est pas possible. Cette politique menée par les Verts, c'est très dangereux parce que on touche vraiment au symbole de nos vies. Voilà, tout simplement. Merci Jean-Marc de votre appel. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, se dit sidéré des réactions que sa décision provoque. Et Dominique de Montvalon dit on a le droit d'être sidéré, qu'il soit sidéré. Najwa. La décision de ce maire de Bordeaux est une décision, à mon sens, caricaturale et totalitaire. Mais je distinguerai par rapport au maire de Rouen. Parce que vous évoquez, Valérie, le maire de Rouen qui a décidé de déboulonner la statue de Napoléon. Mais je précise, parce qu'elle devait être réparée, elle commençait à être fissurée et instable. Deux méthodes, deux démarches. Je m'explique. La méthode du maire de Rouen, il y a une concertation avec les habitants, ce qui n'est pas le cas avec le maire de Bordeaux. Deuxièmement, dans la démarche du maire de Rouen, il souhaite déplacer la statue, non pas la mettre à la cave pour qu'elle prenne la poussière, etc. Il souhaite la déplacer, mais en demandant l'avis des habitants et pour la remplacer, notamment par la statue de Gisèle Halimi. Je vous rappelle quand même, je joue un peu ma féministe, mais je vous rappelle quand même que 3% des statues dans l'espace public sont des statues de femmes. Donc là aussi, on est dans l'ordre du symbole. Donc la démarche du maire de Rouen, moi au contraire, je la salue. Il s'agit de déplacer cette statue. Il pourrait l'installer ailleurs, celle de Gisèle Halimi. Genre pourquoi déboulonner? C'est un symbole de déboulonner une statue, de retirer une statue de Napoléon. Il y a un acte. Oui, mais bon, il va la. Moi, je connais Rouen. Je suis née à Rouen. Il manque pas de place et d'espace pour valoriser aussi cette statue. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux démarches. Par contre, la démarche du maire de Bordeaux est scandaleuse. Et d'ailleurs, quand on échange avec lui, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai échangé avec lui, il me dit « Mais madame, ça participe de la végétalisation de ma ville ». Oui, on peut participer à la végétalisation de sa ville, mais pas en retirant ce qui fait aussi la magie de Noël. C'est ça le sapin de Noël. Il aurait pu justement préciser ses propos, Georges Kuzmanovic. C'est-à-dire dire il y aura un sapin, encore une fois, qui sera fait d'ampoules. Maintenant, c'est énergivore. Tout est sur sa problème. Recyclé, j'en sais rien. Mais en gros, il y a quand même l'affirmation qu'il n'y aura pas de sapin de Noël. Alors, il nous a parlé d'animation moderne et dynamique, en spectacle vivant. Georges, le maire de Bordeaux et le maire de Lyon, mais aussi le maire de Rouen. Malgré ce que vous avez dit, c'est juste, il manque de statues de femmes dans ce pays. Nos héroïnes sont mal connues. Ce sont d'abord pour moi, ce sont ni des gens de gauche ni des écolos. Ce sont des représentants d'une élite qui déteste ce qui est populaire. Donc la fête de Noël et le sapin, c'est populaire. Le Tour de France, il n'y a rien de plus populaire. Faut vraiment être si on prenait les 10 principaux de LV, le nombre d'avions qu'ils prennent dans une année, quand il n'y a pas de Covid, puisque maintenant on ne peut plus voyager, je pense qu'ils font 100 fois le Tour de France avec toute la caravane. Très très facilement. Et quand je dis qu'ils ne sont pas écolos, ce sont des gens qui ont démontré, en particulier par le retournement de veste dont ils sont... les experts, les premiers de tous les partis de France, ils sont parfaitement compatibles avec le néolibéralisme le plus rude, et ils sont pour une sorte d'écologie, soi-disant écologie cosmétique. Alors qu'on fait face à un vrai problème. On va y revenir. On fait face à un problème colossal qui est le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'autre solution, comme l'a dit le GIEC très clairement, que d'arrêter les hydrocarbures. Et en France, ça passe par le nucléaire. Mais ces gens-là sont contre. Donc c'est pour ça que je dis, ce ne sont pas des écolos, ils ne sont pas cohérents, ils prennent juste ces mesures. Et ce pas des gens sérieux. Et dernière chose, à Bordeaux, il y a un problème à Saint-Michel. Il y a un vrai problème à Saint-Michel. J'aimerais bien savoir ce que ce maire fera dans le quartier Saint-Michel, où les violences partent. Absolument. On a eu des témoignages cette semaine. On y revient dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, ce sapin de Noël qui ne sera plus sur la place à Bordeaux, ce sapin mort, comme l'a dit le maire. Alors certains d'entre vous trouvent que nous exagérons et que il a peut-être pas si tort que ça, ce maire-là. Certains nous disent vous n'avez pas fait tant de bruit quand on a coupé les marronniers, quand Alain Juppé a coupé les marronniers centenaires. C'est pas vraiment la question. C'est que derrière, et il faut dire les choses, derrière la suppression
du sapin, il y a une idéologie. Non, mais la politique, c'est de la symbolique aussi. C'est essentiel en politique. Donc les Verts, aujourd'hui, utilisent la symbolique pour imposer une représentation qui leur est propre de la société. Mais je voudrais revenir sur ce qu'on disait sur la statue à Rouen. Moi, je trouve quand même... Moi aussi. Il y a quand même une erreur, me semble-t-il, dans le contexte actuel du maire de Rouen, avec toutes les polémiques et les controverses sur les statues, de se lancer dans ce type de débat. Et puis il y a autre chose. Bon, moi, malgré tout le respect qu'on a pour Gisèle Halimi, c'est ce que je veux dire. Je suis tout à fait favorable. Moi, je suis pas pour déboulonner les statues. Qu'il y ait d'autres statues, je trouve ça tout à fait normal, et que, disons qu'on consacre des personnalités de la vie politique, culturelle, de la société civile, ça me paraît aller dans le bon sens. Ça s'est toujours fait. Il faut que ça se fasse. Mais je ne vois pas la raison pour laquelle on déboulonne la statue de Napoléon, si ce n'est pour des motifs qui sont quand même idéologiques. Et Napoléon, on le comprend bien, ne doit pas être le beau genre de beauté du maire de Rouen. Alors évidemment, on va pas refaire ici l'histoire de Napoléon, en l'occurrence, mais dans l'histoire de France, moi j'ai une conception assez bainvillienne de l'histoire de France, c'est-à-dire qu'au moment où justement on se pose des questions sur l'identité de la République, il faut savoir que l'identité de la République, c'est la construction quand même d'une histoire à travers un certain nombre de personnages qui ont fait la France telle qu'elle existe aujourd'hui. Je suis désolé, Napoléon, c'est quand même le code civil, c'est pas seulement les guerres, c'est aussi le code civil. C'est le système administratif. C'est quand même quelque chose qui continue aujourd'hui à nous marquer profondément dans notre vie et dans notre vie quotidienne. Éric Revel. Oui, non, mais Arnaud a raison. Jacques Bainvilliers, et puis ensuite, après lui, Pierre Nora, ont développé le concept de roman national. On a besoin précisément d'un roman national en France au moment où on perd tant de repères quasiment tous les 3 jours. On parlait du musée d'Orsay, on pourrait en trouver plein. Mais sur l'affaire de Rouen, moi je connais mal Rouen, mais j'imagine que la statue où était Napoléon, l'empereur des Français, ne doit pas être une petite place ou un petit endroit de Rouen. Ça doit être un endroit extrêmement visible. Donc moi, évidemment, je suis très admiratif de ce que Gisèle Halimi a fait. C'est pas le sujet. Et comme le dit Arnaud, ça me paraît légitime qu'elle ait une statue. Mais pardon, au niveau de l'histoire de France, je vais peut-être choquer, mais la place de Gisèle Halimi et de Napoléon n'est pas tout à fait la même. On peut critiquer sur plein d'aspects Napoléon, sur ses guerres, sur le rétablissement de l'esclavage, mais pardon, que Gisèle Halimi ait une belle sculpture, ça me paraît la moindre des choses, mais qu'au niveau du symbole, elle vienne remplacer celle de quelqu'un qui a marqué l'histoire de la France, de l'Europe et du monde, ça me semble un peu plus léger. Et puis je vais plus loin, parce que moi j'aime bien provoquer un peu la polémique, c'est que puisque Pierre Corneille est un enfant de Rouen, il faut juste faire attention que dans les textes de Pierre Corneille, on ne s'aperçoive pas rapidement qu'il y a des choses qui ne sont pas politiquement correctes, auquel cas non seulement on déboulonnerait les statues de Pierre Corneille à Rouen, mais en plus, peut-être que certains essaieraient de nous expliquer qu'il n'est plus né à Rouen, vous voyez, Pierre Corneille. On a un auditeur qui nous dit à Rouen où l'on manquerait de statues de femmes, où est passée celle intitulée Jeanne au bûcher, érigée depuis 1928 sur la place du Vieux Marché, où Jeanne fut brûlée vive le 30 mai 1431. C'est vrai que cette statue, je connais bien Rouen, donc je peux en parler. Oui, cette statue a disparu. Je ne sais pas où elle est, donc c'est bien que votre auditeur mette en avant cela. L'endroit est toujours symbolisé à Rouen. Il y a toujours des poutres. Oui, mais il n'y a plus la statue. Où est passée la statue de Jeanne d'Arc? Peut-être qu'avant de déboulonner celle de Napoléon, on pourrait remettre. C'est une on très va bonne poser question. la question au maire de Rouen, Georges Kuzmanovic. C'est une femme en plus. Oui, c'est une femme en plus. Oui. Je suis d'accord avec Arnaud. La figure de Napoléon est quand même centrale dans l'histoire de France, et c'est un étonnant fantôme dans la politique française actuelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des grandes cérémonies républicaines importantes de consensus national, en particulier quand des gens décèdent en service pour le pays, comme le colonel Beltrame, ou ceux qui sont morts pour délivrer des gens au Sahel. Ça se passe aux Invalides. Sous le dôme, il y a le tombeau de Napoléon. Mais c'est toujours, vous savez que dans la cour d'honneur, il y a cette immense statue très sombre de Napoléon. C'est toujours filmé
de manière à ce qu'on ne le voit pas. J'ai remarqué ça, je ne sais pas pourquoi, s'il y a des consignes. Or, Napoléon est aussi une figure très populaire. Il n'y a aucune commémoration autour de Napoléon, jamais en France. Et non, et il y a des dizaines et des dizaines d'associations de reconstitution napoléonienne, mais directement auprès du peuple. Et c'est un problème chez les élites. Et en particulier à gauche, ce qui m'étonne, parce que visiblement, les gens ne connaissent pas leur histoire. Napoléon est l'incarnation de l'immigré qui réussit. Parce qu'à l'époque, il arrive à Brienne, il a du mal. Non, mais c'est intéressant. Il ne parle pas français, il monte par lui-même, c'est la réussite républicaine. Et très grande réussite républicaine, on peut le dire. Il est quand même choisi par le frère de Robespierre. Robespierre le met en place. D'ailleurs, il est un peu miquette après Thermidor. Il a peur de passer à la trappe comme les robespierristes. On l'appelle Robespierre à cheval. Il est très en même temps, d'ailleurs. Il est très en même temps dans sa conception de l'histoire. Mais moi, je vous rassure, je ne suis pas favorable au déboulonnage. Mais moi-même, mais vous sembliez. Non, en fait, la démarche. Oui, non, mais la démarche est différente parce qu'il ne s'agit pas. Recontextualiser. Oui, mais ça, alors je reprends la hauteur, c'est-à-dire que moi, ce contexte nauséabond, c'est-à-dire où le déboulonnage est plus lié à une volonté de réécrire l'histoire, oui, c'est ça. Une réécriture en plus de l'histoire. Quand on déboulonne Napoléon, c'est quelque part dire. Mais de manière anti-blanc. Oui. Souvenez-vous, Schœlcher déboulonné, je crois, les deux statues de Schœlcher déboulonnées en Martinique. Mais alors qu'il avait une plaque Victor Hugo. Oui, aussi. Hugo, alors que c'est lui qui a mené l'abolition de l'esclavage. Mais tout ça pour réécrire cette histoire-là. Donc tout ça pour dire que moi, ce contexte-là me dérange, je tiens à le rappeler, mais je distingue bien ce que fait le maire de Bordeaux et ce que fait le maire de Rouen. Allez, on a Éric des Bouches-du-Rhône en ligne avec nous. Bonjour Éric. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour Valérie. Bonjour. Merci, bonjour. Je voulais intervenir justement en vous écoutant en roulant concernant l'attitude que peuvent avoir les maires théologiques qui ont été élus dans quelques grandes villes avec une très très faible participation, parce que dans le milieu rural, il n'y a pas de maire écolo élu. Les gens sont assez responsables et savent faire, ils n'ont pas besoin de personnes comme ça. Mais je voulais juste faire le parallèle, parce que moi je suis maraîcher dans les Bouches-du-Rhône, je suis président d'un CETA, d'un centre d'études techniques agricoles et vice-président de l'APREL. Quand on commence à nous dire à l'heure actuelle qu'on aura un rapprochement qui sera fait entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie, je vous laisse imaginer comment on peut arriver à travailler avec des gens comme ça et avec la manière dont ils ont de penser. Ouais. Et juste infaisable, parce qu'ils ne sont plus écologistes, ils sont juste politiciens. En plus, c'est de la politique merdique, excusez-moi l'expression. Ils ne sont pas laïcs, ils sont anticatholiques. On perd du temps sur des affaires abominables, alors qu'à la limite, le sujet de l'écologie devrait être vraiment central, mais ils se perdent, ils deviennent des politiciens, mauvais au demeurant. Mais voilà, et on va avoir des gens comme ça face à nous pour parler d'agriculture sur les années à venir, et c'est juste pas possible. Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer pour vous, justement, les conséquences de cela? Alors, on est pour la réduction des produits phytosanitaires, on est sur toutes ces choses-là, puisqu'on y travaille depuis longtemps, on ne les a pas attendus. Moi, c'est ce que je dis tout court, j'ai des gens en bio, dans mes collègues, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des confrères, on a une vision différente des choses. Nous, à l'heure actuelle, on capte culture de tomates, on a fait 4 traitements, dont 2 traitements en base de produits de synthèse. On a un cuivre, un soufre, un autre. Donc, quand des gens comme ça se permettent de nous donner des leçons, je rigole. Ce n'est pas des gens qui ont une connaissance, ils comprennent systématiquement. Nous, on est des pollueurs, on empoisonne la planète. Les gens en bio, c'est très bien. Et le parallèle que je fais toujours, c'est que les gens en bio, il faut arrêter de nous montrer le mec qui va ramasser 3 aubergines dans une serre pour nourrir un restaurant. Moi, j'ai des gens qui travaillent en bio sur des exploitations cohérentes, qui gagnent leur vie. Ils ne vivent pas d'autres choses. Parce que dans les gens qu'on nous montre en bio, on a beaucoup de rêveurs qui vivent d'autres choses. Pas forcément qui gagnent leur vie avec. Merci Eric, on vous entend mal, je suis obligée de vous interrompre. On a Florence également en ligne. Bonjour Florence. Oui, bonjour, merci de me prendre. Bon, moi, je voudrais dire une chose. J'ai vu un article, vous m'entendez là? Oui, on vous entend bien. J'ai vu un article avant-hier, les forêts commencent à se dépérir par manque d'eau et empoisonnement par les pesticides. Donc, écoutez-moi, il faudrait qu'on arrête de faire la guerre. Moi, je suis écolo, je ne vote pas écolo, mais à un moment, c'est un message fort, c'est pas idéologique. Si tous les gouvernements successifs faisaient des choses bien, pour nous, pour notre futur, on n'en serait pas là. Donc, les écolos, ok, ils ne sont pas à 100% bien,
Mais en attendant, nous, on ne pollue pas. Quand on voit toutes les rivières sont polluées par des pesticides, par des entreprises qui n'ont aucun scrupule à décharger leurs boues rouges, etc. Les néocotides, là, qui sont encore sur la table, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Notre terre, elle est à nous, tous ensemble. Alors donc, oui, mais on entend ce que vous dites, sauf que le discours des écologistes n'est peut-être pas aussi clair que ça, et c'est ce qu'évoquaient Éric Revel et Arnaud Benedetti, ce qu'on évoquait tous autour de la table, c'est-à-dire que pourquoi pas supprimer le sapin pour des raisons écologiques, sauf que la question est, est-ce qu'il n'y a pas des raisons politiques qui sont derrière la suppression de ce sapin de Noël? Pourquoi ne pas, encore une fois, je me répète, avoir dit il sera remplacé par, j'en sais rien, un arbre en tissu, que sais-je, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de la fin du sapin de Noël qui est quand même très forte dans le discours du maire de Bordeaux. Georges Manovic. Oui, madame, vous avez raison, il y a des problèmes dans les forêts. Et c'est de ça dont il faut s'occuper. Et nous avons des agents des eaux et forêts qui se suicident. On en parle relativement peu, qu'ils ont des surfaces de plus en plus grandes à surveiller. Ils en ont de plus en plus de mal. Les postes ne sont pas reconduits. Et d'ailleurs, chez les Verts, il y a des propositions, on en discutait tout à l'heure, de travail, de valoriser le bois en France, de se chauffer au bois. Mais justement, c'est du bois mort. Donc, on comprend bien que ce n'est pas ça le problème dans le propos du maire de Bordeaux. Madame l'expert a raison, et c'est une attaque contre un symbole. Ça n'a rien à voir avec la protection des arbres, c'est ridicule. Je suis d'accord, ce sont des maires qui sont en début de mandat et qui veulent tout simplement marquer leur territoire idéologique, clairement. Donc, ils créent un certain nombre de polémiques à dessein pour essayer, encore une fois, d'imposer leur vision de la société. Donc, on est très loin de l'écologie, en l'occurrence. On est vraiment dans un combat idéologique. Il faut le traiter comme tel. Il y a des auditeurs qui nous disent pourquoi pas le planter dans un pot, pourquoi pas carrément le planter sur la place. Éric, vous vouliez réagir ? Parfait. Oui, je voulais réagir sur ce qu'a dit l'auditrice. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit au début, c'est-à-dire que la sensibilisation aux questions écologiques est souvent venue historiquement par les écologistes, ça c'est indéniable. Mais aujourd'hui, pardon madame, mais je dénie à quiconque le droit de m'expliquer que seuls les écologistes encartés défendent la planète, défendent nos rivières, défendent nos poissons et défendent nos végétaux. Je pense que la sensibilisation a été faite et que tout à chacun, quelles que soient ses opinions politiques, porte en lui, et c'est encore plus vrai pour les jeunes générations, cette volonté de préserver la planète et ce bien commun. Donc, je veux dire, nous expliquer, parce que c'est un peu les arguments classiques qu'aujourd'hui seuls les écolos encartés chez Europe Écologie Les Verts défendraient l'écologie, c'est totalement faux. Vous avez des écologistes dans toutes les formations politiques qui ne se définissent pas comme ça d'ailleurs et qui au quotidien font tout pour éviter, à leur modeste niveau, de polluer la planète. Absolument. On a une auditrice qui nous dit discours inutile, débat pour un sapin. Non, c'est au-delà du sapin. C'est un peu comme si on disait débat pour un décolleté. Non, ce sont des signes. Ce que vous avez, je reprendrai des signaux faibles ou des signaux forts, peut-être dans ce cas-là, qui sont des tentatives quand même de bouger notre société. Et c'est au-delà du sapin. Oui, mais moi, je rebondis sur ce que vient de dire Éric Revel, et je partage. Vous voyez, moi, je suis élue d'une commune, et pourtant, le maire n'est pas étiqueté vert, et l'ambition de notre commune, c'est vraiment d'avoir donner la place au respect environnemental, de végétaliser aussi notre ville. On a un plan vélo, donc je pense que cette question environnementale, écologique aussi, eh bien, tous les partis se sont appropriés cette question-là. Et c'est pas parce que vous avez un maire vert qu'il est, j'allais dire, 100% exemplaire sur ces questions-là. Mais vous savez, ce qu'il faudrait, pardonnez-moi de vous couper la parole, ce qu'il faudrait avoir, c'est l'avis du leader d'Europe Écologie les Verts, Jadot. Parce que est-ce que ces maires
dont on discute les décisions ou les arrêtés rendent vraiment service aux partis politiques Europe Écologie Les Verts. Est-ce que Jadot, il n'est pas un peu inquiet en vue d'une éventuelle candidature à la présidentielle, de ce qui est en train de se passer sur le terrain et de ce que les gens en disent? Moi, je pense que peut-être que pour ceux qui s'opposent à ces Verts-là, c'est une aubaine absolument incroyable de voir des maires qui multiplient les maladresses ou les décisions politiques. Et il faudrait demander à Jadot, je ne sais pas si quelqu'un pourra l'interviewer prochainement, ce qu'il pense de ces décisions. Est-ce qu'il les justifie? S'il les justifie, il va faire 3% aux élections. S'il ne les justifie pas, ça veut dire qu'il se met lui-même en marge de son parti. C'est dingue. Non, mais juste pour prolonger ce que dit Éric Revel, c'est vrai on voit bien que, si vous voulez, le problème des Verts, c'est finalement l'acquisition d'une certaine forme de maturité politique. Et ils ont une difficulté, finalement, et surtout en France, il y a quand même une spécificité française chez les Verts français, à ne pas traiter d'abord toujours les débats au bon niveau. Et en l'occurrence, on voit qu'il y a des tendances qui s'affrontent. Et la marque, en fait, Europe Écologie Les Verts, a du mal, malgré tout, et malgré ses succès aux dernières élections municipales, et encore des succès, encore une fois, qu'il faut relativiser, à mon sens, sur le plan de l'histoire électorale, a du mal à apparaître comme une formation politique crédible de gouvernement. Et d'ailleurs, j'en veux que pour preuve, c'est qu'en règle générale, vous avez toujours des Verts qui quittent le mouvement pour aller vers des formations politiques de gouvernement. Alors, je rappelle, Éric Revel, que le patron des Verts, c'est Julien Bayou. C'est pas. Non, mais je pensais à Jadot. En tant que candidat, c'est lui qui veut se présenter. Allez, on est très en retard. On marque une pause. On revient tout de suite avec vous. 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Il nous reste peu de temps. Évidemment, on n'a pas traité tous les sujets qu'on voulait traiter. On peut évoquer quand même les Gilets jaunes qui prévoient de manifester demain, accompagnés par les anti-masques, des manifestations qui sont interdites par le préfet de police de Paris. En tout cas, interdiction de se rassembler sur les Champs-Élysées, à proximité de l'Élysée et dans différents endroits de Paris. Vous pensez qu'ils vont être mobilisés, Najwa ? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que les Gilets jaunes, aujourd'hui, ce mouvement n'a pas l'image positive qu'elle avait avant, c'est-à-dire au tout début du mouvement. C'est-à-dire que autant moi, personnellement, ce mouvement, je le soutenais au tout début, parce que c'était la France périphérique qui se mobilisait contre une injustice sociale. Je vous rappelle, c'était l'augmentation de la taxe de carburant. Donc on voyait cette France périphérique se soulever par rapport à cette mesure. Après, les violences quotidiennes dans Paris, les commerçants qui n'en peuvent plus. Vers la fin, je peux vous dire que les propos antisémites, non mais c'est pas caricatural ce que je dis, mais l'image de ce mouvement n'est plus bonne. Après que les thématiques, c'est-à-dire plus de justice sociale, plus de pouvoir d'achat, elles sont toujours d'actualité, même plus que jamais. Mais voilà, c'est pour ça que est-ce que ça peut mobiliser Éric Revel? Moi, pareil, je suis pas devin, je ne lis pas dans une boule de cristal, donc je ne sais pas. Mais ce que je note en tout cas, c'est que du côté du gouvernement, il y a une crainte que le mouvement reprenne de l'ampleur. D'ailleurs, vous aurez noté avec quelle promptitude la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé le prolongement du chômage partiel jusqu'à l'été prochain. Donc, c'est une façon de répondre quand même aux difficultés sociales du moment. Donc il y a quand même une crainte du gouvernement, je pense, et du président de la République, que ce mouvement reprenne de l'ampleur. Maintenant, c'est vrai que certaines déclarations décrédibilisent un peu le mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai aussi que les leaders historiques ont peu ou prou disparu de la circulation et qu'il y a, même si on comprend encore une fois la mobilisation sociale, il y a quand même, en termes d'image, je pense, un déficit. Maintenant, est-ce qu'ils vont se mobiliser ? Est-ce que les gens vont de nouveau redescendre dans la rue parce que sur le fond, leurs problèmes ne sont pas réglés? C'est possible et je pense que le gouvernement est extrêmement vigilant sur la question. Oui, l'interdiction des manifestations à certains endroits dans Paris ne sera pas de nature à les décourager. Georges Kusmanovic, je crois que vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait Najwa. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis contre la réécriture de l'histoire.
Le 3 décembre, le 3 décembre 2018, le gouvernement et M. Macron ont tremblé face à une révolte populaire spontanée organisée par aucun mouvement. Ça, j'ai pas dit le contraire. Mais ça a duré plus qu'un peu. Et 6 mois. Et ce qui a été trouvé par le pouvoir en place, c'est d'organiser une riposte d'une violence qui n'est toujours pas égalée par celle de Poutine. Non, mais moi, je n'ai pas parlé de ça. Je parle de ça. Moi, je vous parle de l'image du mouvement. Il faut rappeler pourquoi certaines personnes, comme un certain monsieur Rodriguez, qui dit bien des bêtises en qualifiant les policiers de nazis, a quand même perdu un œil, parce que ce gouvernement, sans aucune raison, il a perdu un œil. Comme beaucoup d'autres, il y a eu 700 blessés graves, au point où des médecins bourgeois de droite se sont dit mais on a des blessés de guerre qui nous arrivent, des fractures de crâne très sévères. Il n'y a pas que ceux qui ont perdu un œil ou une main. Moi, je peux que partager ce que vous dites. 12 000 arrestations, 3 000 condamnations, 1000 personnes en prison ferme dans un pays où on n'arrive pas à mettre en tôle des dealers et des types qui volent des scooters. Il y a quand même une répression massive. Et effectivement, ce gouvernement a eu peur. M. Recrevel a raison, il a encore peur et il peut avoir peur parce que sur la situation sociale qui a fait cette révolte, ça s'est empiré. On a le Covid en plus. 14% de PIB en moins, c'est 2 millions de chômeurs qui vont arriver. Je ne sais pas si ce sera des gilets jaunes, des bonnets rouges, des chaussettes vertes, mais évidemment qu'il y aura un mouvement social d'une grande ampleur et le gouvernement a tout intérêt à discréditer et à amplifier tel ou tel propos malvenu de tel ou tel ancien leader. Oui, Arnaud. Oui, je crois qu'en fait, peu importe la marque, si elle est jaune, comme vous le dites, verte, bleue ou rouge, en l'occurrence, c'est que le terreau social qui a présidé au surgissement en effet inattendu de ce mouvement dans sa forme, il existe et même, j'allais dire, il s'est renforcé avec les conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire. Donc on comprend que le gouvernement soit quand même, d'une certaine manière, assez préoccupé. Le problème, c'est ensuite un problème d'organisation politique. Les Gilets jaunes, finalement, ont réussi, ils ont échoué, ils ont réussi à faire reculer le gouvernement Macron et il y a une vraie rupture dans le mandat parce que c'est la première fois que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron recule au cours de son mandat. Mais on a vu les limites ensuite du mouvement qui était lié à un vrai problème d'organisation politique, à un vrai problème de leader, parce qu'il n'y avait pas de vrai leader des Gilets jaunes. Et d'une certaine manière, si vous voulez, là je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'ils se sont dévitalisés politiquement au fur et à mesure de l'évolution de la mobilisation. Mais encore une fois, les racines demeurent et on peut imaginer qu'une forme de contestation sous un format qui reste à imaginer puisse reprendre. Et c'est très juste, il n'y a pas eu de débouché politique parce que il y a eu des tentatives de listes aux européennes et ça a fait un très très faible score. Donc comme vous le disiez, les racines des maux de la société existent dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc je partage ce qui a été dit. Le gouvernement ne peut être que extrêmement vigilant et inquiet. Une reprise. On est obligé de s'arrêter, mais on commentera évidemment et les mesures gouvernementales qui vont être annoncées dans l'après-midi et puis cette mobilisation des Gilets jaunes demain à Paris. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.